Salut à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour ce point de marché hebdomadaire du 18 juin. Une semaine vraiment très très compliquée, hein, très très difficile. On va voir ça ensemble d'ailleurs, hein, voir un petit peu ce qui s'est passé et surtout comprendre un petit peu les tenants et les tenants et les aboutissants. Parce que effectivement, c'est bien beau de décrire les marchés, ça a monté, ça a baissé. Mais ce qui est important, c'est un petit peu de voir ce qui se passe et qu'est-ce que l'on peut faire et qu'est-ce que l'on peut anticiper pour la suite. Parce que bon, regarder le passé, je pense que ça, n'importe qui peut le faire. Maintenant, ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce que l'on peut faire pour la suite. Faut-il faire un all-in, c'est-à-dire en disant buy the dip et puis ça va repartir? Faut-il au contraire fuir, prendre ses jambes à deux pieds et puis tout bazarder? Ou au contraire, troisième possibilité, construire une stratégie d'allocation d'actifs, hein, une stratégie de gestion de portefeuille dynamique, qui ne s'éloigne pas trop évidemment de son niveau d'aversion au risque, parce que chacune d'entre vous a sa perception du risque, et ça évidemment c'est quelque chose de très personnel. C'est pour ça que je ne me hasarde pas à vous dire comme ça sur YouTube, voilà, il faut acheter tant d'actions, tant d'obligations, il faut acheter tant de crypto, parce que c'est quelque chose de très personnel et ça dépend à la fois de son mindset et aussi de ses contraintes et de ses objectifs patrimoniaux. Alors, voyons, avançons un petit peu sur ce qui se passe. Euh, alors, le point le titre de cette vidéo, évidemment, c'est un avis de tempête, hein, comme vous pouvez le voir. Rien n'est épargné. Crack obligataire. Là, on peut réellement parler de crack obligataire. On a un crypto crack aussi, un crack des crypto-monnaies et les marchés actions qui n'ont pas eu de mouvement de panique, hein. On n'a pas eu de mouvement de ce qu'on appelle de capitulation sur les actions. Par contre, les marchés actions sont officiellement cette semaine entrés en bear market, en marché baissier. Alors, je rappelle les disclaimers, hein. Bon, ça, vous commencez un peu à connaître, hein. Moi, tout ce que je dis là, c'est des avis personnels. Je n'ai pas la prétention de dire à chacune d'entre vous euh, combien il faut acheter, ni quand il faut acheter. Ça, c'est quelque chose d'assez de personnel. Moi, là-dessus, je vous engage soit à vous former, hein, toujours, hein, soit à passer par un conseiller qui connaît votre situation patrimoniale et qui pourra prendre des décisions adaptées par rapport à vos besoins. Alors, on va commencer par l'actualité hein, géopolitique, politique et monétaire hein, et économique. Alors, sur le plan géopolitique, Emmanuel Macron s'est rendu à Kiev hein, sous fond de scission entre Européens. On a une partie des Européens qui veulent réellement affaiblir la Russie, hein, clairement qui veulent profiter de ce conflit où la Russie est en position d'agresseur, hein, mais qui veulent en profiter pour affaiblir au maximum la Russie. Donc évidemment, vous avez les États-Unis, vous avez la Grande-Bretagne et vous avez un certain nombre de pays de l'Est, hein, notamment la Pologne, qui a clairement un objectif de mettre la Russie à genoux. Et il y a d'autres pays, notamment l'Italie, l'Allemagne, la France, qui euh, qui veulent quelque part, entre guillemets, hein, ne pas humilier la Russie, c'est-à-dire donner à la Russie une porte de sortie. Et là, on voit hein, même certaines personnes qui soutiennent Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron va dans ce sens, qui rappelle qu'en 1944, quand la France a été libérée, en grande partie grâce au général de Gaulle, le général de Gaulle appelait à ne pas humilier l'Allemagne, ce qui ne voulait pas dire qu'il ne fallait pas évidemment mettre fin au régime nazi, quitte à aller chercher Hitler jusqu'à dans son bunker. Donc là, on a vraiment deux visions géopolitiques qui s'affrontent par rapport à l'attitude à avoir vis-à-vis de la Russie. Et au moment où je vous parle, bien malin saura quelle vision va basculer. Alors, toujours est-il que la Russie a annoncé qu'elle allait couper progressivement le gaz à la France. Donc, attention au risque de flamber des prix du gaz pour les ménages qui se chauffent avec cette énergie. Voilà. Alors, l'actualité monétaire, donc celle-là, elle a été particulièrement chargée, hein, ça a été une semaine extrêmement dure
sur les marchés de taux, hein, les marchés obligataires. La Fed qui augmente ses taux directeurs, qui a augmenté ses taux directeurs de 75 points de base, une première depuis 1994. Ça fait quasiment 30 ans qu'on n'a jamais vu ça, une hausse de 75 points de base. Je rappelle qu'il y a encore 3 semaines, Jérôme Powell disait qu'il n'était pas du tout à l'ordre du jour d'augmenter les taux de plus de 50 points de base. Et en 2 semaines, on a eu radicalement un changement de politique face aux chiffres d'inflation qui continuent à affoler la boussole planétaire. En Europe, pareil, hein, vent de panique chez les banques centrales, chez la Banque centrale européenne, face à la flambée des taux en Europe et des spreads, la BCE panique. Christine Lagarde a affirmé en milieu de semaine, au cours d'une réunion extraordinaire de la BCE, qu'elle portera une grande attention au risque de fragmentation de la zone euro. Et ça, évidemment, ça crée vraiment des mouvements de panique sur les marchés, parce que, évidemment, vous savez bien que quand un grand dirigeant vous dit « rassurez-vous, on n'ira pas jusqu'à là », bah, souvent, le fait de mettre une crainte dans une phrase en disant vous inquiétez pas, on n'ira pas jusqu'à là, bah, souvent l'histoire nous a montré que souvent, en fait, on arrive jusqu'à ce point-là. Donc évidemment, on a eu pas mal de bisbilles, hein, sur les marchés à cause de ça. Et pour ne rien arranger, l'actualité politique, le parti NUPS et le parti présidentiel d'Emmanuel Macron sont au coude à coude pour les législatives. Alors, effectivement, ce week-end, c'est ce week-end qu'a lieu le second tour. Alors là encore, hein, je respecte, hein, évidemment, hors de question pour moi de faire des sondages, etc. Maintenant, ce qu'il faut dire par rapport au marché, hein, je ne suis pas là en train de dire pour qui il faut voter, hein, ce n'est pas la question, ça n'a jamais été la question. Mais le mode de scrutin des législatives est favorable en général aux partis dits de centre, parce qu'il y a un système de coalition à 2 tours. Et en général, ce qui se passe, c'est que quand vous avez au deuxième tour centre contre gauche ou extrême gauche, bah, la droite ou l'extrême droite va se rallier au centre. Et à l'inverse, quand vous avez centre versus droite ou extrême droite, vous avez la gauche, l'extrême gauche qui va s'allier au centre. Donc, on a un mode de scrutin à 2 tours qui privilégie grandement le parti présidentiel d'Emmanuel Macron. Donc, il y a évidemment une grande probabilité pour que, alors, Emmanuel Macron, a priori, hein, au moment où je parle, la probabilité qu'il ait la majorité absolue à lui toute seule, elle est assez faible, elle est très faible. Par contre, il y a une grande chance pour que, si on additionne les voix du parti ensemble, hein, d'Emmanuel Macron et les voix de LR, hein, donc les républicains qui sont un peu à droite de Emmanuel Macron, mais qui ont plutôt une stratégie de participation au gouvernement, bah, en additionnant ces deux forces, il y a de grandes chances pour que Emmanuel Macron puisse avoir une majorité absolue, au moyen évidemment d'une alliance. Donc ça, c'est plutôt positif pour les marchés. Hein, si on va voir, hein, les résultats, hein, au moment où je vous parle, les résultats des législatives ne sont pas tombés. Mais si on a cela, on pourrait peut-être avoir une respiration, je dis bien en conditionnel, une respiration sur les marchés financiers en début de semaine, hein, donc à partir du lundi 20 juin, et peut-être même une respiration sur les marchés obligataires, parce que voilà, les investisseurs qui prêtent à la France pourront se dire bon, le meilleur parti, ça reste pour les marchés évidemment un parti du centre très européiste, et ça rassure les marchés. Voilà. Donc à voir. Et je termine l'actualité macroéconomique avec des chiffres d'inflation en zone euro de 8,1%. Donc là, c'est vraiment, on arrive à des niveaux jamais vus depuis 40 ans. On a les prix à la production aux États-Unis de 10,8%. C'est quand même une hausse des prix de production sur un an à 2 chiffres. Attention, et donc c'est ce qui fait paniquer les banques centrales, c'est qu'on pourrait, si jamais les choses ne se calment pas, on pourrait très très bien afficher des taux officiels, je dis bien officiels, d'inflation à 2 chiffres. Et ça peut créer un véritable vent de panique, notamment chez les ménages. Alors, on a eu aussi, parallèlement à ça, un indice, l'indice ZEW en Allemagne, donc qui mesure un petit peu la santé, enfin la perception qu'ont les acteurs économiques de l'économie allemande, qui ressort à moins 27,6%. Donc ça, c'est pas du tout bon.
Ça annonce aussi un atterrissage en un hard landing de l'économie allemande. Donc là, on voit les deux briques, inflation soutenue, croissance en baisse. Et ça confirme le scénario qu'on appelle le scénario de stagflation que j'ai évoqué à plusieurs reprises dans plusieurs vidéos. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les marchés ont réagi. On va voir que ça a été une semaine extrêmement difficile pour les marchés, pour mon portefeuille aussi. Ça, je vais vous en parler. Mais aussi, ce qui est important, c'est que faire pour le futur. C'est ça qui est important. Ça sert à rien de se morfondre, de se plaindre, de dire c'est la catastrophe. Ce qui est important, c'est d'aller toujours de l'avant. Alors, sur le marché obligataire, on a des taux français qui ont explosé à la hausse. En quelques semaines, on a eu une hausse de 100 points de base. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que le seuil des 1,20, 1,30% des taux français était un seuil très important parce que c'était des plus hauts qu'on n'avait pas vus depuis 2015, 2016, 2017. Le niveau des 1,30 a été cassé et très rapidement, les taux français sont montés à 2,40. On a pris 100 points de base et ils ont été carrément chercher. Regardez la violence de la hausse des taux. On a été chercher les 2,40 points, 2,4%, le taux 10 ans français. Là, on est en train, on a été titillé carrément les plus hauts jamais atteints depuis les années 2013, donc depuis la période où Mario Draghi avait dit whatever it takes. Et ben, on est quasiment revenu à ces niveaux. Ensuite, en milieu de semaine, Christine Lagarde est intervenue. Elle a essayé de refaire un remake de Mario Draghi, que la Banque centrale européenne n'acceptera pas une fragmentation de la zone euro. On a eu des taux qui se sont légèrement détendus. On est passé de 2,39 à 2,22%, mais on a vraiment, c'est un peu l'incendie sur les marchés obligataires. Et de là découlent tous les problèmes en cascade que l'on observe sur les autres marchés. Je rappelle, le marché obligataire est le marché qui drive tous les autres marchés. Là, avec des niveaux de taux qui commencent à dépasser les 2%, les autres marchés sont aussi à risque. Alors, certains vont me dire, ah oui, mais bon, des taux à 2,2, 2,3%, bon, en 2008, on avait des taux à 4%, 4,5%. C'était pas la fin du monde. Mais attention, en 2008, regardez ici, en 2008, le ratio dette sur PIB, la dette française ne pesait que 65% du PIB. Alors, ce ratio dette sur PIB ne veut rien dire, parce qu'on compare un stock à un flux. Mais il est important dans la mesure où il mesure quelque part le poids de votre dette par rapport à la richesse que vous créez chaque année. Donc, ce qui est dangereux, ce n'est pas tant le ratio dette sur PIB, c'est le ratio dette sur PIB conjugué avec le niveau des taux d'intérêt. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, on est passé en 2008 de 65% ratio dette sur PIB en France à quasiment, fin 2020, on était à 120, on est quasiment à 130% aujourd'hui, au moment où je vous parle en 2022, de ratio dette sur PIB. Donc, le poids de la dette a été multiplié par 2 relativement au PIB français. Et au même moment, ces dernières semaines, on voit les taux d'intérêt qui augmentent. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. C'est un peu comme si vous êtes salarié, vous vous endettez, vous avez le poids de votre dette par rapport à votre salaire qui explose. Et en plus, le taux d'intérêt auquel la banque va vous demander de rembourser augmente. Et c'est ça qui est très dangereux. Si vous avez à la fois un salaire, parce que pour l'État, le PIB, c'est l'équivalent du salaire pour vous. C'est un flux. Le PIB, c'est un flux. Le salaire, c'est un flux. Le PIB, pour l'État, c'est un peu ce que le salaire est pour nous. C'est un peu ce qu'est le résultat d'une entreprise avant impôt pour les entreprises. Donc, le PIB pour un pays, c'est l'équivalent du résultat avant impôt pour les entreprises et du salaire avant impôt pour les salariés. Donc, là, en fait, ce qui est inquiétant, ce qui est très inquiétant, c'est qu'on a un PIB de la France, comme de beaucoup de pays, qui stagne. On a une dette qui explose en montant, en poids, et des taux assortis à cette dette qui aussi augmentent. Et c'est ça qui est
vraiment extrêmement dangereux. En Russie, les taux sont à 2 chiffres, hein, mais le poids de la dette en Russie par rapport au PIB russe, il est de 20%. Donc on peut, si vous avez des taux très élevés, mais un poids de la dette faible, vous pouvez vous en sortir. Si vous avez une dette qui est très élevée, mais des taux qui sont très faibles, voire négatifs, vous pouvez aussi vous en sortir. Ce qui est très dangereux, c'est quand vous avez à la fois une dette très élevée et des taux qui sont en très forte augmentation. Et c'est ça qui est dangereux, et c'est ça qui a provoqué la panique cette semaine sur les marchés. Alors, voilà un petit peu ce qui se passe. Je vous ai parlé beaucoup des taux d'intérêt, mais vous, enfin, en tant qu'investisseur, vous n'achetez pas un taux, vous achetez des obligations, vous achetez des créances. En fait, c'est comme si vous achetez des morceaux de crédit que vous payez, que l'État a. Vous achetez des prêts. Une obligation, ce n'est rien d'autre finalement qu'un titre de créance, c'est un titre de crédit. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, je vous mets l'exemple de l'Allemagne. En début d'année 2022, donc il y a encore 6 mois, hein, les obligations allemandes, le Bund allemand, une obligation allemande valait 180 points. Aujourd'hui, on est à 144,36 points. Souvenez-vous, j'en ai déjà parlé, la valeur des obligations, elle évolue en sens inverse des taux d'intérêt. Là, il s'agit du Bund 10 ans allemand. Eh ben, c'est très très simple. Si les taux augmentent de 1%, le taux 10 ans augmente de 1%, l'obligation 10 ans allemande va perdre 10%. 1% fois 10, 10 c'est la maturité, 10%, ou la duration, 10%. Et donc ça, c'est évidemment, les taux ont pris 2% en Allemagne, et là, on voit la valeur du Bund allemand a baissé de 20%. Et ça c'est pareil pour l'OAT française. Et ça, c'est extrêmement inquiétant, parce que les obligations, autant les cryptos, tout ça, on va en revenir, mais les obligations, qui détient les obligations d'État, allemands ou français? Ce sont les assureurs vie. Donc, c'est en grande partie voilà, les assurances vie, dont les encours s'élèvent quasiment au niveau du PIB français, à peu près à 2500 milliards d'euros. Et 70%, 75% des encours des assureurs vie, c'est de l'obligataire. C'est des obligations d'entreprise, mais des obligations de l'État français. Les assureurs sont les grands financeurs de la dette des pays. Et donc là, on voit depuis 6 mois, la valorisation des obligations d'État a perdu 20%. C'est énorme. Déjà, même sur les marchés actions, 20% de baisse, c'est énorme. Mais sur les obligations, c'est énorme. Sur les obligations, on parle d'un crack à partir de 10% de baisse. Là, on est à 20% de baisse. C'est énorme. C'est énorme. Pourquoi? Parce que non seulement les taux ont augmenté de plus de 2%, mais on partait de taux négatifs. C'est pas pareil si vous passez d'un taux à 0 à un taux à 2 que si vous passez d'un taux de 10% à 12%. Pourquoi? Parce que si vous passez de 10% à 12%, vous allez certes perdre 20%, mais vous allez toucher des coupons. Le coupon dépend du taux auquel vous avez investi. Vous avez déjà des taux à 10, que les taux passent à 12, vous allez certes perdre 20%, mais vous allez quand même recevoir un coupon, un intérêt de 10%. Donc, votre perte de 20% va être amortie par le taux d'intérêt auquel vous avez souscrit l'obligation. Là, ce qui est inquiétant, c'est qu'on partait de zéro à la fin de l'année 2021, et encore 6 mois, les taux français étaient négatifs. On était légèrement négatifs, on était à zéro. On passe de zéro, donc les gens qui achetaient des obligations à la fin de l'année 2021, ils achetaient des obligations qui délivrent 0% de coupon. Donc, quand les obligations ont perdu 20%, vous perdez 20%, mais il n'y a aucun amortisseur. Vous perdez 20% sur une obligation qui, au départ, ne vous rapportait rien. Et pour l'Allemagne, c'est encore pire. On est passé de moins 0,4% à plus 1,60%. Donc, non seulement on a pris plus de 2%, les taux allemands se sont tendus de 2%, mais en plus, on partait d'un point de départ où les obligations versaient des taux négatifs, étaient à taux négatifs. Donc là, vous avez le double effet qui se coule. C'est-à-dire que les investisseurs qui avaient acheté des obligations à taux négatifs allemandes ou françaises depuis quand même plusieurs années, ça fait déjà 2 ans qu'on a des taux négatifs, non seulement ils ont un effet coupon négatif, mais ils ont en plus un effet perte de valeur sur les marchés de moins 20%. Donc, c'est absolument catastrophique.
C'est absolument catastrophique. Et c'est pour cela qu'on a des mouvements aussi de panique. Alors aux États-Unis, c'est guère mieux. Les taux américains repassent au-dessus de 3%. On a pris quasiment 40 points de base en une semaine. Et là, on est vraiment à des niveaux. Là, aux États-Unis, on est à des niveaux jamais vus depuis 10 ans. Là, le prochain seuil, maintenant, c'est 4%. Donc 4%, c'est les niveaux de 2008. Hein. Donc là, on va arriver à des niveaux de taux jamais vus depuis la crise des subprimes, sachant que la dette américaine, là encore, elle a fait x2 par rapport à ce qu'elle était au niveau de la crise des subprimes. Donc c'est ça qui est dangereux, c'est ce cocktail explosif entre le taux, le niveau des taux d'intérêt par rapport au poids de la dette. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est assez inquiétant. Donc pour les États-Unis, c'est pas terrible. Et c'est ça qui provoque l'inquiétude. Alors, comme si tout cela ne suffisait pas, alors là, on parlait des taux d'intérêt. Hein, les taux, on prend l'Allemagne, on prend les États-Unis. Mais en plus de la hausse des taux, vous avez des spreads de crédit qui s'écartent. C'est-à-dire, alors c'est quoi un spread de crédit? C'est la prime de risque que le créancier va mettre sur votre dette par rapport à ce qu'on appelle le taux sans risque. Par exemple, on suppose que l'Allemagne a peu de chances de faire faillite. L'Allemagne, le taux allemand, il est à peu près à 1,60. Bah, vous, si vous vous endettez, bah, la banque, elle va pas vous prêter à 1,60. Elle va vous prêter à 1,60, qui est le taux d'État, le taux sans risque, plus une prime de risque qui dépend de votre solvabilité, de la manière dont vous êtes scoré par votre créancier. Et donc, non seulement on a eu des taux qui ont monté, mais en plus, les spreads, donc cette différence, ce différentiel de taux, cette prime de risque, elle a en plus augmenté. Et là, on le voit, par exemple, la France. Et ben, en France, on a un spread avec l'Allemagne qu'on n'a plus revu depuis la crise du Covid, depuis 2020. Et là encore, c'est que la France. Là, je mets l'Italie. L'Italie, on a 200 points de base. On a un spread entre le taux italien et le taux allemand qui est à 200 points de base. Il y a 2% d'écart entre le taux italien et le taux allemand. Et c'est ça qui fait peur aussi à Christine Lagarde, à la Banque centrale européenne, c'est que plus ces spreads entre les actifs jugés risqués par rapport aux actifs dits entre guillemets sans risque, plus ces spreads s'écartent et plus vous avez un risque qu'il y ait une dislocation de la zone euro. Voilà. Et c'est ce qui rend la BCE très inquiète. C'est, vous voyez, ce spread entre l'Italie et l'Allemagne qui est parti, qui a explosé. Donc, non seulement vous avez des taux allemands qui ont augmenté, qui ont pris 2%, mais en plus, le spread entre l'Italie et l'Allemagne a pris plus de 1%. Donc là, il n'y a pas besoin d'être grand clair, ça vous donne une idée que les taux italiens ont augmenté de plus de 3% en quelques mois. Sachant que le ratio dette sur PIB italien, il est un des plus élevés de la zone euro avec la Grèce. Et donc là, évidemment, ça pose vraiment pas mal de problèmes. Alors évidemment, vous allez avoir des gens, des économistes qui, ça fait 10 ans qu'ils vous annoncent l'explosion de la zone euro. Là, évidemment, ils sortent du bois et ils commencent à vous dire, ça y est, c'est imminent. Et donc ça crée encore du bruit, ça crée de la panique, on va dire. Donc voilà un peu donc les marchés de spread. Donc on a vu les marchés de taux qui ont pas mal tangué, les marchés de spread qui ont été extrêmement chahutés. Là, on va passer au troisième marché, le marché du forex, marché d'échange. Et là, on voit hein, l'euro qui rebaisse hein, face à la panique de la Banque centrale. L'euro rebaisse. Hein, on a reperdu 2 centimes par rapport au dollar. Et là, l'euro-dollar revient au support majeur de 1,05. On est vraiment, là, on teste des niveaux qu'on n'a jamais plus vus depuis le début des années 2000. Donc, attention à ne pas le casser. Vraiment, il faut que cette zone entre 1 et 1,05 tienne bon. Ça, c'est hyper important. Il ne faut surtout pas que cette zone casse parce que là, ça peut vraiment, on peut vraiment avoir des mouvements de panique irraisonnés comme on n'en a jamais vu depuis un demi-siècle. Et donc, c'est ça qui fait peur à la Banque centrale européenne. Non seulement vous avez les taux allemands et français qui montent, donc ça crée une pression sur
la gestion du déficit des États, mais en plus, vous avez les taux des pays périphériques de la zone euro, les PIGS, Portugal, Espagne, Italie, Grèce, qui explosent, les spreads qui explosent. Donc ça, c'est la deuxième grosse crainte de Christine Lagarde. Et la troisième grosse crainte, c'est le risque que l'euro s'effondre par rapport au dollar, ce qui va générer de l'inflation importée. On a déjà une inflation qui est supérieure à 8% en zone euro. Si à cela, vous ajoutez un effondrement de l'euro de 10%, ben c'est simple, pas besoin d'être grand clair. 8% d'inflation structurelle plus 10% d'inflation importée à cause de la baisse de l'euro, ça vous fait une inflation potentielle de 18% par an. Et ça évidemment, Christine Lagarde, elle surveille ça comme le lait sur le feu, et ça crée vraiment un phénomène de stress sur les marchés. Alors là, il n'y a pas eu grand-chose entre l'euro franc suisse, l'euro sterling, c'est pareil, ça yoyote, il n'y a pas grand-chose à noter, donc je passe assez vite là-dessus. Alors, autre chose qui a énormément bougé ces derniers jours, c'est le yen qui littéralement s'effondre par rapport au dollar. Donc là, ce graphique vous présente, ça vous donne le nombre de yens qu'il faut acheter pour avoir $1. Donc plus cette courbe augmente, plus ça veut dire que le yen s'effondre. Et là, regardez, en quelques semaines, le yen est passé de 110 à 134. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le yen a perdu 20% en 3 mois. 20%, c'est énorme. Le Forex, c'est un marché qui est calme, enfin, à part pour les devises émergentes, bien évidemment, mais le marché entre l'euro, le dollar, la livre sterling, c'est un marché qui est peu volatile. Là, en quelques semaines, le yen a perdu 20% par rapport au dollar, et là, on a des niveaux de 134, 135 yens pour $1 qu'on n'a jamais vu depuis 1998. Donc, c'est tout simplement énorme. On a réellement un effondrement du yen par rapport au dollar, et ça vient pas, voilà, c'est pas quelque chose qui sort de la boîte du chapeau. Ça s'explique très sincèrement. On a d'un côté une réserve fédérale qui augmente les taux, qui veut lutter contre l'inflation, et de l'autre, le Japon, qui ne peut pas augmenter ses taux parce que la dette sur PIB, le ratio dette sur PIB au Japon, écoutez bien, il est de 230%. Aux États-Unis, il est de 130. Au Japon, on est à 230%. Et en plus, le Japon, aujourd'hui, n'est pas capable de générer une croissance suffisamment forte pour supporter un taux d'intérêt élevé. Aux États-Unis, vous avez un ratio dette sur PIB qui est plus bas qu'au Japon, mais en plus, vous avez une croissance économique structurelle aujourd'hui qui tourne à 3, 4, 5%. Donc, les États-Unis peuvent supporter des taux à 2, 3%. Au Japon, vous avez une croissance économique au Japon qui ne dépasse pas 1%. Donc, si le Japon montait les taux à plus de 2%, sachant qu'il a une croissance économique inférieure à 1% et une dette supérieure à 230%, le Japon peut se retrouver en cessation de paiement. C'est pour cela que les Japonais ne remontent pas les taux d'intérêt comme le font la Réserve fédérale. Mais évidemment, si vous ne montez pas les taux d'intérêt, ce qui s'ajuste, la variable d'ajustement, sera le taux de change, le Forex. Et c'est là, le yen est en train littéralement de s'effondrer par rapport au dollar, ce qui va générer au Japon de l'inflation importée. Et je rappelle que le Japon n'a pas de matières premières. Les matières premières aujourd'hui sont libellées en dollars américains. La monnaie du Japon, c'est le yen japonais. Et en plus, contrairement aux Russes, le Japon n'a pas un vaste territoire avec des matières premières. Donc, il est obligé d'importer toutes ces matières premières qui sont libellées dans une devise, le dollar, qui ne cesse de s'apprécier par rapport au yen. Et donc ça fait autant d'inflation importée pour le Japon. Donc la situation au Japon n'est absolument pas brillante. Et ça s'est vu cette semaine sur le Nikkei. Je vais en parler du Nikkei. Ça s'est vu cette semaine. Donc voilà, le marché des changes encore, ça a été très perturbé. Ça a été une semaine assez difficile, notamment pour l'euro et pour le yen japonais. On enchaîne avec les marchés boursiers. Là encore, ça a été une bérésine sur les marchés boursiers. Regardez, le CAC 40, ça y est, le CAC 40 a baissé, a bien baissé cette semaine. Il a enfoncé ce grand triangle
dans lequel on évoluait depuis plus de 6 mois. Ce grand triangle de consolidation a été enfoncé cette semaine. On a cassé le bas de ce triangle, hein, la ligne rose, elle a été enfoncée. Ensuite, on a été cassé la zone des 6100 points qui correspondait au record historique du CAC 40 avant la crise des subprimes en 2007 et avant la crise du Covid. On a cassé cette zone des 6100 points et on a même été plus loin, on a même cassé la zone des 6000 points pour arriver carrément en dessous des 5900 points. Donc cette semaine a été une semaine extrêmement difficile pour le CAC 40 qui a carrément perdu 8 à 9% sur une semaine. C'est énorme. Et surtout, depuis les plus hauts atteints en début d'année 2022, le CAC 40 perd 20,2%. Et ça veut dire techniquement que l'indice parisien est rentré en bear market, en marché baissier. Et donc ça, c'est vraiment assez inquiétant. Surtout qu'il n'y a pas eu de bougie. Parfois, vous pouvez avoir une forte baisse, mais c'est une espèce de bougie baissière suivi d'un fort rebond. Là, on n'a pas une réaction à la hausse du marché parisien. Le marché parisien a baissé quasiment tout au long de la semaine. Il n'y a même pas eu une tentative de défendre le seuil, la zone des 6000 points. Et c'est ça c'est très inquiétant. On arrive dans une zone là, à moins que le CAC 40 ne repasse très vite au-dessus des 6100 points, là, clairement, on semble avoir validé l'entrée du CAC 40 dans un marché baissier. Il y a peut-être encore un niveau important à tenir, c'est la zone des 5750 points qui correspond en fait à la bougie baissière observée juste après le début de la guerre en Ukraine. Mais aujourd'hui, techniquement, la configuration sur le CAC 40, elle est vraiment très mauvaise. Alors, sur le Dow Jones, la situation n'est guère plus réjouissante. Le Dow Jones a baissé de près de 10% en une semaine. C'est énorme. Beaucoup de choses inquiétantes sur le plan graphique. Le bas du canal baissier a été cassé. Hein. Donc, on était déjà dans un petit canal baissier. Là, ça y est, on l'a cassé par le bas. Ça, c'est un premier signe inquiétant. Deuxième signe inquiétant, par rapport à ses plus hauts, le Dow Jones accuse une baisse de 21% par rapport à ses records. Et ça, techniquement, ça s'appelle un marché baissier. Le Dow Jones vient de rentrer dans un marché baissier. Et enfin, troisième signe inquiétant, le seuil symbolique des 30 000 points est cassé. Et ça, pour la psychologie, c'est absolument pas bon du tout. On a terminé la semaine en dessous des 30 000 points. C'est pas qu'on a fait une bougie baissière, une mèche en dessous de 30 000 points avant de rebondir. Là, on a cassé 30 000 points et on a terminé la semaine et voire même le mois boursier, puisque le mois boursier de juin se terminait le 17 juin. On a terminé en dessous des 30 000 points et ça, c'est absolument pas bon du tout pour le Dow Jones. Sur le Nasdaq, la situation est encore plus critique. Le Nasdaq a perdu 10% sur la semaine et surtout, depuis ses plus hauts, la perte sur le Nasdaq atteint 33%. Le Nasdaq, maintenant, accuse une perte de 1/3 de sa valeur par rapport au plus haut de 2021. Donc, vraiment une situation absolument pas bonne. Et pour ne rien arranger, le Nikkei, l'indice japonais, qui avait bien résisté, hein, c'était un des indices qui résistait le mieux, a capitulé, a perdu 5% cette semaine. Pourquoi le Nikkei a fini par baisser, par être emporté par la morosité ambiante? Alors, ce n'est pas à cause de la hausse des taux japonais, puisque la Banque centrale japonaise ne remonte pas ses taux, mais à cause du Forex, à cause du yen qui s'effondre. Donc, c'est pour ça qu'on est dans un marché globalisé. Hein. Même si une banque centrale décide de ne pas monter ses taux, si les autres banques centrales remontent les taux, votre zone géographique, elle est impactée à cause du change, à cause du Forex. Et donc, cette énergie qui, au lieu de se libérer avec les taux d'intérêt, elle va se libérer, elle va s'échapper via le marché d'échange. Et donc, du coup, évidemment, les investisseurs paniquent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent. Alors, à défaut de vendre
les obligations japonaises, puisque la banque centrale japonaise empêche les taux japonais de monter au plafond. Bah, qu'est-ce qui se passe? Les investisseurs se débarrassent de leurs actions japonaises. Et là, on a eu une baisse de 5% du Nikkei, rien que cette semaine. Alors, on a vraiment beaucoup de mauvaises nouvelles. Heureusement, heureusement, la Chine, à contre-tendance, les actions chinoises ont progressé de 5% cette semaine. Et oui, tout n'est pas rouge. Pourquoi? Alors, on a eu un déconfinement. Là, ça y est, hein, l'économie chinoise est en train de se déconfiner par rapport à la vague de Covid qu'on a observée. Mais surtout, ce qui sauve la Chine, c'est qu'elle a une inflation. La Chine a une inflation plus faible qu'ailleurs. Et cette résilience face à l'inflation donne des cartouches à la Banque populaire de Chine pour soutenir l'économie. Et donc, du coup, ça permet en fait à la Banque de Chine de soutenir les marchés actions, contrairement aux banques centrales européennes et américaines. Et là, on a eu une hausse des marchés actions de 5%. Alors, attention, je rappelle que aussi en Chine, les marchés actions chinois sont déjà en bear market, en marché baissier depuis déjà un an. Hein, les marchés actions en Chine ont commencé à baisser depuis février 2021. Donc, la Chine a quelque part de l'avance par rapport aux bourses occidentales. Et donc, en fait, c'est aussi ce qui explique peut-être pourquoi il y a ce rebond de la bourse chinoise, c'est que la bourse chinoise a purgé une partie de ces excès. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, je faisais des points de marché avec Evergrande, notamment en Chine, qui le géant immobilier qui était en quasi faillite. Ça avait été déjà purgé. Les marchés boursiers chinois avaient déjà purgé une partie des exubérances. C'est ce qui explique pourquoi le marché chinois reprend un peu de souffle, alors que les marchés européens et américains, eux, n'ont quasiment pas commencé à purger leurs excès. Donc, vous voyez, un petit souffle en Chine. Alors, sur l'Inde, l'Inde perd 5% cette semaine. Donc, ça a été une mauvaise semaine pour l'Inde. Donc, la chute des marchés indiens, des marchés actions indiens, atteint 15% depuis les plus hauts. Donc là, on n'est plus très loin encore de parler de bear market pour les actions indiennes. L'Afrique du Sud, pareil, l'Afrique du Sud, ça a été une semaine assez flat, voire en légère baisse de 2%. Malheureusement, une baisse suffisamment importante, même si c'est inférieur aux autres marchés, pour casser le seuil symbolique des 60 000 points. Donc là encore, attention, cassure du seuil symbolique des 60 000 points. Est-ce qu'on risque pas d'avoir de nouvelles chutes durant les prochaines semaines? Et enfin, je termine par le Brésil. Ça a été une semaine noire pour les indices brésiliens qui ont perdu 10% cette semaine, avec en plus une cassure des 100 000 points pour le principal indice brésilien. Donc voilà un peu en conclusion, ça a été une semaine extrêmement difficile sur les marchés actions, à part la Chine qui a pu augmenter, les marchés chinois qui ont pu augmenter de 5% cette semaine. Mais à part la Chine, on a eu une semaine extrêmement difficile pour les marchés avec des cassures de nombreux seuils importants. 60 000 points pour l'Afrique du Sud, 100 000 points pour le Brésil, 6 000 points pour le CAC 40, 30 000 points pour le Dow Jones. On a eu énormément de seuils importants qui ont été cassés cette semaine. Et ça, malheureusement, ça n'augure rien de bon, surtout qu'on est rentré dans pas mal de marchés, dans des baisses de plus de 20% qui symbolisent l'entrée en bear market. Ouais, c'est compliqué, c'est hard, c'est une vidéo assez dure. Et c'est pas fini. Les métaux précieux, pareil, métaux précieux, on pourrait croire, oh là là, aversion au risque, panique, les métaux précieux vont augmenter. Que nenni. C'était une semaine encore très difficile pour les métaux précieux. L'or qui a baissé. Alors, il a baissé un peu moins que tout le reste, mais on a cassé un seuil très important qui est la zone des 1850 dollars l'once. On est aujourd'hui à 1839 dollars l'once. Donc là encore, une semaine assez pénible pour le métal jaune. Donc pas terrible, surtout qu'on a cassé un seuil important. Pour l'argent, idem. Pour l'argent, on a perdu 3%
cette semaine et on casse le niveau des 22 $ l'once d'argent à 21,65 $. Là encore, c'est pas du tout bon pour l'argent. Vous voyez, on est vraiment, on titille les plus bas observés depuis plus de 2 ans sur le métal gris. Donc la configuration graphique n'est pas non plus très bonne pour l'argent. Pour le palladium, semaine fragile, le palladium casse, perd plus de 5% sur la semaine et se retrouve à en dessous des 1800 $ l'once. Et enfin, le platine, lui aussi perd 5% sur la semaine et s'éloigne de la zone des 1000 $. On est à 931 $ l'once de platine. Donc, en conclusion, là encore, les 4 métaux précieux, or, argent, palladium, platine, ont connu une semaine très difficile. Alors, ce n'est pas le crack, mais des baisses de 2 à 6%. Donc là encore, alors ce qui est embêtant, je sais, je me radote, c'est qu'il n'y a pas un actif pour rattraper l'autre. Les obligations baissent, les actions baissent. Au niveau du Forex, c'est vraiment pas bon pour l'euro et pour le yen. Les actions, ça a été la bérésina. Les métaux précieux, ça n'a pas été bon du tout. Et là, je termine par les matières premières. Et les matières premières aussi ont baissé cette semaine. Alors, je vais y revenir. C'est paradoxalement peut-être le bout du tunnel que ces matières premières baissent. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je commence. Pétrole, correction de 6% du pétrole, qui est, vous voyez, cette baisse très très forte. Très très forte du pétrole. Ensuite, aux annonces de la Fed, la Fed a un peu surpris le marché en augmentant ses taux de 75 points de base, ce qui renchérit le dollar. Et là, on a eu une baisse du pétrole de 6% qui n'arrive pas à passer les 120 $ et qui revient en dessous de 110 $ le baril. Alors pour le moment, il est trop tôt de parler de retournement du pétrole, mais on a eu une bonne correction de 6% du pétrole cette semaine. Pour le gaz naturel, on a eu une très 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 forte baisse du gaz naturel de 20% sur la semaine. Alors, en théorie, on pourrait parler de bear market sur le gaz naturel. Alors, vu la violence, vu la volatilité qu'il y a sur le gaz naturel, pour le moment, moi, je préfère attendre un petit peu avant de parler de bear market sur le gaz naturel. Mais si jamais les prix du gaz n'arrivent pas à s'extraire de la zone des 7 000 ou 8 000 $, on pourrait effectivement commencer à envisager un reflux des prix du gaz naturel. Le cuivre a enregistré une très forte baisse cette semaine de 6,5%. Attention, là, sur le cuivre, on arrive à une zone de support très importante, la zone des 4 $ pour le cuivre. Et ça, en fait, pourquoi le cuivre baisse? Parce que c'est un métal un métal industriel et donc qui reflète la perception qu'ont les investisseurs sur la croissance économique. Et là, en fait, qu'est-ce que le marché nous dit? Le marché nous envoie des warnings sur la croissance économique. Donc, si le cuivre chute, ça veut dire que les marchés pensent qu'on risque d'avoir un fort ralentissement de la croissance économique, ce qui se traduit pour le moment par une forte baisse du cuivre. Alors attention, pour le moment, le cuivre n'a pas capitulé. Tant que le niveau des 4 $ tient, pour le moment, on est encore dans la correction. On n'est pas encore entré en bear market sur le cuivre. Et le nickel, là encore, qui perd 10% sur la semaine et qui se retrouve au niveau des 25 000 $ la tonne. Alors, ça, c'est les métaux précieux, enfin les métaux industriels. Sur le blé, pareil, le blé a perdu 6% sur la semaine et se retrouve à 1042 $. Donc là, attention. Là, attention, le seuil des 1000 $, il va falloir qu'il tienne parce que si le seuil des 1000 $ est enfoncé, on risque d'avoir un bear market sur le blé. Alors, le maïs s'inscrit à contre-tendance avec une petite hausse de 2% à 745 points. Donc là encore, le maïs, de toutes les matières premières, ça a été le seul à n'avoir pas baissé cette semaine. Alors,
Donc là, je termine sur les matières premières. Donc les matières premières ont pas mal baissé cette semaine. Donc là, vous voyez, hein, cette semaine, ça a été assez compliqué. Et avant de parler de lueur d'espoir, hein, parce que paradoxalement, cette baisse des matières premières cette semaine, pour moi, c'est peut-être une lueur d'espoir, notamment sur les corrélations des différentes classes d'actifs. Parce que ce qui a été pénible cette semaine, c'est cette corrélation de toutes les classes d'actifs à la baisse. Et ça, c'est assez compliqué pour faire de la gestion de portefeuille. Mais peut-être que le fait que les matières premières se soient inscrites à la baisse cette semaine, peut-être qu'on pourrait avoir enfin un début de décorrélation entre les différentes classes d'actifs, ce qui constituera un peu le bonheur, on va dire, ou une respiration pour les personnes un peu comme moi, adeptes de construction, de stratégie d'allocation d'actifs. Alors, avant de vous parler un peu du pourquoi, de la lueur d'espoir que je vois au bout du tunnel, je vais terminer par les crypto-monnaies. Et là, c'est le bain de sang. Le bain de sang. Alors là, il n'y a pas de mots. Hein. Ça a été un carnage sur les cryptos. Hein. Le Bitcoin s'effondre de 35% sur la semaine. Hein. C'est 35%, c'est pas une baisse sur l'année, c'est 35% sur la semaine. En une semaine, le Bitcoin a cassé les 30 000 dollars. Les 25 000 dollars, on les a enfoncés comme dans du beurre et il a même cassé vendredi soir le niveau des 20 000 dollars le Bitcoin. Donc ça a été une semaine noire sur les cryptos, hein, sur l'ensemble des cryptos, mais même le Bitcoin, qui est quand même la crypto la plus sérieuse, la plus solide, a perdu plus de 35% en une semaine. Là on voit, hein, le Bitcoin était sur 2 ans, était dans un canal haussier de long terme, on va dire. Le fait d'avoir cassé les 30 000, on a cassé déjà le bas du canal, clairement. On a ensuite cassé, on a yoyoté au-dessus des 30 000, on a cassé ce niveau. Et là, on est en dessous des 20 000 dollars le Bitcoin. Et ça, c'est absolument pas bon du tout pour les cryptos. Et que dire de l'Ethereum? Alors là, l'Ethereum, c'est encore plus. Alors autant le Bitcoin a cherché à défendre la zone des 30 000, là, l'Ethereum, la zone des 2000 a à peine été défendue. Et dès lors qu'on a cassé la zone des 1000 dollars, on a directement été one shot en dessous des 1000 dollars le Bitcoin. Alors, au moment où je vous parle, la zone des 1000 dollars est en train d'être défendue par l'Ethereum. On a été chercher les 900, on est remonté à 1010. Et là, au moment où je vous parle, on est légèrement en dessous des 1000 dollars pour un Ether. Mais sur une semaine, l'Ether a perdu plus de 40% de sa valeur. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Là, il y a des patrimoines qui sont en train littéralement de se volatiliser. Beaucoup de gens sont devenus millionnaires grâce aux cryptos. Alors, sauf celles qui ont vendu, ceux qui sont sortis des cryptos, beaucoup d'investisseurs sur les cryptos sont carrément en train de perdre une grande partie de leurs investissements. Donc, ça a été vraiment un carnage sur les cryptos. Cette semaine a été extrêmement difficile pour toutes les classes d'actifs. Hein, obligataire en forte baisse, actions, marché action en très forte baisse, marché du forex très mauvais pour l'euro, très mauvais pour le yen japonais. Donc nous sommes européens, donc notre devise c'est l'euro. L'euro a énormément souffert cette semaine, donc très mauvais pour l'euro. Les spreads de crédit qui s'écartent, hein, les spreads qui montent. Donc ça veut dire que la valeur des obligations d'entreprise ou les obligations d'États périphériques comme l'Italie se sont effondrées cette semaine. Donc très mauvais aussi pour les obligations corporate à cause de la montée des spreads de crédit. Très mauvais évidemment sur les actions avec des seuils symboliques qui ont été cassés et l'entrée en bear market de pas mal d'indices. Très mauvais aussi pour les métaux précieux, mauvais pour les matières premières et catastrophique sur les cryptos. Il n'y a pas une seule classe d'actifs qui a résisté cette semaine. Ça a été vraiment une semaine horrible. Ça a été un bain de sang. Rien n'a été épargné. Néanmoins, moi je vois
des choses, je vois la lumière au bout du tunnel. Pourquoi? Parce que paradoxalement, le fait que toutes les corrélations ont augmenté, un temps même vers 1, y compris les matières premières qui ont baissé, ben ça m'amène à être plutôt positif sur le long terme. Pourquoi? Alors, je reprends un peu mon souffle parce que les matières premières baissent. Mais souvenez-vous de ce que je vous avais dit dans mes anciennes vidéos. Qu'est-ce qui a marqué l'inflation? Pourquoi on a les taux qui augmentent? Parce qu'il y a de l'inflation et que les banques centrales sont obligées de lutter contre l'inflation. Or, cette inflation, elle a démarré, elle a été initiée par la hausse des matières premières. Or, cette semaine, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une baisse de pas mal de matières premières, soit des matières premières alimentaires essentielles comme le blé, des matières premières énergétiques comme le pétrole ou le gaz qui a perdu plus de 20%, ou même les matières premières industrielles, les métaux industriels comme le cuivre ou le nickel qui ont aussi baissé. Qu'est-ce que ça nous dit ça? Si les matières premières baissent, que va faire l'inflation dans les prochains mois? A priori, il y a des chances que l'inflation, si cette baisse des matières premières se poursuit, bien évidemment, il y a des chances que l'inflation commence enfin à refluer dans les prochains mois. Si l'inflation commence à refluer parce que les matières premières baissent, parce que les marchés anticipent une récession à cause de l'inflation, justement, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un effet, un décalage. C'est-à-dire que l'inflation va commencer à refluer. Si l'inflation commence à refluer, les banques centrales vont commencer à décélérer le rythme de hausse des taux, voire même arrêter les montées de taux. Et si les taux arrêtent d'augmenter, si les marchés commencent à anticiper la fin d'un resserrement monétaire, qu'est-ce qui va se passer? Les taux vont commencer, les taux 10 ans vont commencer à stagner, voire à baisser, et on pourrait avoir des obligations, les prix des obligations qui pourraient enfin être proches de leur point bas et commencer à repartir à la hausse. Donc on pourrait avoir un début de redémarrage du marché obligataire, qui est quand même un des plus gros marchés au monde, voire le plus gros marché au monde. Et ça pourra être suivi avec un lag, évidemment, d'un redémarrage des marchés actions. Parce qu'évidemment, si les taux se mettent à baisser, forcément, les investisseurs ils préféreront jouer les dividendes via les actions que jouer les taux d'intérêt. Et donc, on pourrait avoir des marchés actions qui pourraient remonter. Mais là, attention, à ce que je vous dis là, c'est pas demain. Hein. C'est des choses, c'est des gros mouvements qui mettent du temps à se faire. Donc, avant finalement que j'attaque mon portefeuille, récapitulons, c'est ce qui me rend un peu optimiste, l'inflation. On a eu le Covid, le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte a provoqué la planche à billets. La planche à billets plus les pénuries ont provoqué de l'inflation. On a eu 2021 une hausse continue de l'inflation. Les marchés n'ont pas paniqué parce que les banques centrales nous disaient que c'est temporaire, etc. On s'est rendu compte que cette inflation n'est pas si temporaire que ça, que l'inflation allait durer. Sauf que si vous avez de l'inflation cumulée à un resserrement des politiques monétaires, qu'est-ce que ça fait? Ça va entraîner une entrée en récession des différents pays. C'est-à-dire que la récession, par rapport à l'inflation, c'est un peu comme l'eau par rapport au feu. La récession tue l'inflation, tout comme l'eau éteint le feu. Donc, le fait que les marchés commencent à se poser la question qu'il pourrait y avoir une récession commence à faire baisser le prix des matières premières. Pourquoi? Parce que la croissance économique, ce n'est rien d'autre que de l'énergie transformée. Ça, je ne suis pas le seul à le dire. Hein. Olivier Delamarche en parle, Charles Gave en parle, Richard Détente dans sa chaîne Grand Angle en parle, Charles Sana en parle aussi dans les greniers de l'écho. La croissance économique n'est rien d'autre que de l'énergie transformée. Donc dès lors qu'on anticipe un ralentissement de l'économie, un ralentissement de la consommation à cause de l'inflation, on va anticiper un ralentissement de la croissance, donc une consommation plus basse de matières premières, le prix des matières premières qui atteint un plateau qui commence à baisser,
baisse des matières premières qui entraîne une baisse de l'inflation, baisse de l'inflation qui entraîne, et là j'essaye d'anticiper le futur, un ralentissement de la hausse des taux, voire même une inflexion des taux qui provoque évidemment une hausse des marchés obligataires dans un premier temps et dans un deuxième temps qui pourrait, je l'espère, provoquer un rebond des marchés actions. Alors, moi, je n'ai pas en tête le timing. Hein. Si je le savais, je vous dirais il faut acheter là, là, là. Mais moi, ce que j'espère, c'est ce scénario. Finalement, on a eu la crise qui a commencé avec la remontée des matières premières et des pénuries. Peut-être que le début, la sortie du tunnel, peut-être qu'elle aura lieu avec le reflux des prix des matières premières. Voilà un petit peu moi ce que j'avais à vous dire. Alors, il va falloir, ça va être important de discerner les actifs. En 2021, tout montait. Les cryptos, les actions, les obligations, les matières premières, tout flambait, tout montait. Là, ça va être plus compliqué. Il va y avoir une discrimination sur les classes d'actifs. Alors, moi, et là encore, c'est des vues personnelles. Moi, je pense que le politique va jouer un grand rôle. C'est-à-dire qu'on a 3 classes d'actifs qui ont perdu des plumes, l'obligataire, les actions, les cryptos. Moi, je me mets à la place des banques centrales. Vous êtes banquiers centraux. Vous avez la main sur les taux d'intérêt. Si vous devez choisir un de ces 3 actifs à sauver, lequel vous essaierez de sauver? Marché obligataire. Si les taux montent, les taux français, les taux allemands montent trop, les pays, là on parle de la France, on ne parle pas de la Grèce, les pays peuvent faire faillite. Et je vous laisse imaginer les dégâts que ça va faire. Donc si les banquiers centraux devaient sauver un marché, ils vont tout faire pour sauver le marché obligataire, pour éviter une explosion de la zone euro, pour éviter une faillite d'État. Donc, si j'ai 3 marchés qui baissent, si je vais choisir par l'absurde, raisonnement par l'absurde, lequel marché je vais sauver, moi, je tablerai en priorité sur le marché obligataire d'État. Si demain les taux français montent à 5%, ça sera invivable. Là, l'État français sera quasiment en situation de quasi-faillite. Déjà, au moment où je vous parle, avec des taux français à 2,3, ça voudra dire que dans quelques mois, les personnes qui voudront acheter leur résidence principale, elles ne pourront pas s'endetter à moins de 3,5% sur 10 ans, sur 20 ans. Donc ça, et ça, la BCE le sait. Donc si elle devait sauver un marché, ça serait le marché obligataire. À l'inverse, si elle devait sacrifier un marché, tout faire pour qu'un marché s'effondre, ça serait le marché des cryptos. Je vous rappelle que Christine Lagarde, il y a encore de cela 10 jours, avait carrément dit que les cryptos, c'était ça servait à rien, quoi. En gros, pour elle, c'était vraiment c'était un actif purement spéculatif, qu'il n'avait aucune réserve de valeur. Donc vous savez très bien que les banquiers centraux, maintenant tous les marchés commençant à baisser, par l'absurde, quel actif peut baisser, enfin, peut se permettre de baisser jusqu'à zéro, et quel actif peut se permettre, ne peut surtout pas se permettre de baisser? La réponse, elle est claire. Dans l'ordre, vous avez un actif qui peut se permettre de s'effondrer et de tomber à zéro, c'est les cryptos. Hein, ça fait, voilà, l'humanité a vécu sans crypto-monnaie pendant plusieurs siècles, plusieurs millénaires. Personne ne s'en est porté plus mal. Donc, les cryptos peuvent très, très bien aller à zéro. Ça ne va pas impacter notre économie. Ensuite, le marché action qui peut encore fortement baisser, mais pas trop quand même, parce que, évidemment, si le Dow Jones perd 80% comme en 29, ça va finir par avoir des répercussions sur la santé des entreprises. Et ça, ce n'est pas forcément bon non plus. Mais les banques centrales peuvent se permettre de laisser les actions baisser encore de 10-20%. Et à l'inverse, le marché qui est, à mon avis, plus très loin de ses plus bas, qui ne peut plus se permettre de baisser trop, c'est le marché obligataire. On a déjà des taux français qui sont à 2,30, des taux italiens qui sont à 4, des taux américains qui sont à 3,40. On sent bien que les taux ne peuvent plus continuer à monter comme ça à l'infini. Sinon, c'est tout simplement un risque de faillite des États. Et là, évidemment, les banques centrales ne peuvent absolument pas laisser les États faire faillite. C'est pour ça que moi, dans ma vision des choses, je vois finalement
une poursuite de cycle, s'il devait y avoir un rebond, je verrais ça en 3 phases. Première phase, le marché obligataire. Deuxième phase, les actions. Troisième phase, éventuellement, s'il reste de la place, voilà, peut-être les cryptos. Enfin, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Voilà un petit peu pour ces points de marché. Alors maintenant, je vais passer à mon portefeuille. Alors sur le portefeuille, alors j'ai pas fait grand chose cette semaine. J'ai pas fait grand chose sur le portefeuille. Alors j'ai déjà eu beaucoup de boulot, hein, mais pas que. Là, en fait, c'est des situations où moi je préfère ne rien faire, ni faire un all-in, ni paniquer. Je n'ai rien fait. J'ai juste renforcé, j'ai juste pris une partie de mes bénéfices sur le Bitcoin quand il était encore au-dessus de 30 000 $, et j'ai racheté du Bitcoin aux alentours de la zone des 20 000 $ le Bitcoin. Donc voilà, donc j'ai renforcé légèrement mes positions sur le Bitcoin. Alors, j'ai pas fait du levier sur le Bitcoin, hein, j'ai juste pris mes gains tant qu'il était au-dessus de 30 000 pour racheter quand il est autour de 20 000, comme c'est le cas actuellement. Donc voilà, à part ça, j'ai pas fait grand-chose. Et d'ailleurs, on voit hein, le niveau de mes plus-values réalisées, il est très, très flat. Alors, au niveau maintenant de mon seuil de latent, c'est ce que j'ai en portefeuille. Bah là, malheureusement, c'est assez chaud. Je suis dans le rouge sur quasiment tous les actifs, hein. Sur l'obligataire, je suis en perte. J'enregistre des pertes à peu près à moins 621 €. Alors, moins 621 €, ça correspond à peu près à moins 2%, moins 2,5% de pertes. Sur les marchés actions, alors que j'étais à peu près pas loin de l'équilibre, bah là, je me prends quasiment 185 € de pertes latentes, donc ce qui correspond à peu près à 0,80% de moins 0,80%. Les matières premières, alors là, c'est une nouveauté. J'étais dans le vert, j'étais positif, j'ai toujours été positif sur les matières premières. La valeur de mon portefeuille passe dans le rouge sur les matières premières, en grande partie à cause du cuivre hein, qui a beaucoup baissé cette semaine. Et donc là, j'enregistre une perte de 10 € sur les matières premières. Alors 10 €, c'est rien sur 25 000 € d'argent placé, mais je suis dans le rouge sur les matières premières. Et sur les cryptos, évidemment, avec le Bitcoin qui s'est littéralement effondré, l'Ethereum, Litecoin, Cardano, EOS, évidemment, j'enregistre des pertes sur mon portefeuille de crypto de moins 400 € à peu près. Alors, moins 400 €, c'est beaucoup, mais bon, par rapport à mon portefeuille, ça représente à peu près 1,6% de baisse. C'est pas non plus dramatique. Et enfin, sur le Forex, j'enregistre aussi de légères pertes, notamment à cause du yuan chinois qui a beaucoup baissé aussi par rapport au dollar. Donc voilà, donc je suis en perte sur quasiment tous les compartiments, toutes les classes d'actifs, à part peut-être sur la volatilité implicite, parce que pour couvrir une partie de mon portefeuille, j'ai acheté des options. Donc j'ai acheté de la volatilité implicite dont le cours est inversement évolue de manière inverse à celui des actions. Donc là, je suis légèrement dans le vert sur la volatilité implicite. Donc évidemment, c'est pas très très bon. Et quand je vous montre la cartographie. Alors en allocation d'actifs, évidemment, je suis principalement exposé à de l'obligataire. Hein. J'ai switché il y a 10 jours ma poche cash contre de l'obligation. Pourquoi? Parce que maintenant, avec des taux français supérieurs à 2%, des taux italiens à 4%, des taux américains à plus de 3%, je pense, c'est une opinion, que le gros de la chute sur l'obligataire a eu lieu. Alors autant sur les cryptos, le bain de sang peut continuer encore longtemps. Sur les actions, on vient à peine de rentrer en marché baissier, on vient d'avoir plus de 20% de baisse par rapport au plus haut. Par contre, sur le marché obligataire, on est à des niveaux de baisse, des pourcentages de baisse qu'on n'a jamais vu depuis le début des années 90. Et donc, du coup, ça me fait penser que peut-être qu'une grosse partie de la purge sur l'obligataire a eu lieu. Et c'est ce qui fait que pourquoi il y a 10 jours, j'ai switché ma poche cash contre de l'obligataire.
c'est aussi pour essayer d'anticiper un rebond des classes d'actifs. Alors pour le moment, j'y suis pas. Hein. Pour le moment, mon portefeuille obligataire, il accuse une forte baisse, mais c'est ma stratégie. Évidemment, on voit sur quasiment tous les actifs, je suis dans le rouge, à part pour les actions chinoises, le pétrole, le gaz naturel et le VIX. Voilà, je suis dans le rouge sur quasiment toutes les classes d'actifs. Alors maintenant, quand je regarde les indicateurs de mon portefeuille, puisque je pilote mon portefeuille avec des indicateurs, avec des KPI, alors, ma performance réalisée depuis le début de l'année, elle est encore positive, elle est à 1,33%. Donc ça, c'est plutôt positif. Par contre, évidemment, au niveau du latent, là, regardez, hein, sur la semaine, j'ai beaucoup souffert. Hein. Je suis passé de moins 3% à moins 5,5%. Donc évidemment, ma performance latente a baissé, enfin moins 6,81% pour le latent, et ma performance totale, qui est quand même un indicateur très important, la performance totale de mon portefeuille est à moins 5,57%. Donc c'est voilà, c'est pas forcément bon, mais bon, voilà, hein, quand je me regarde dans l'absolu, je m'effraie. Par contre, quand je me compare, je me console parce que certes, depuis le début de l'année, ma performance totale s'élève à moins 5,57%. Ma performance latente s'élève à moins 6,81%. Par contre, quand je regarde ce qu'ont fait les marchés depuis le début de l'année, moins 19,75% pour le Bund, moins 15,5% pour les OAT, moins 17,48% sur le CAC, moins 18,62% pour le Dow Jones, moins 11% quasiment pour le Nikkei, moins 10,6% pour la Chine, moins 10% pour le Nifty, pour l'Inde, moins 10% pour l'Afrique du Sud, moins 5% pour le Brésil, moins 60% pour le Bitcoin, moins 73% pour l'Ethereum, moins 1,13% pour l'or, moins 10% pour l'argent, moins 10% pour le platine, moins 8% presque pour le palladium. Bah, quand je regarde tout ça, je me dis que finalement, enregistrer une performance de moins 5,57%, ben, c'est peut-être pas si mal. C'est peut-être pas si mal. Alors oui, je suis sous-pondéré en matière première. Pourquoi j'ai une performance qui est meilleure que la plupart des marchés? Parce que j'ai dans mon allocation d'actifs, j'ai des matières premières qui ont énormément progressé. J'ai de l'or qui a baissé moins que les autres. Et surtout, je suis rentré sur l'obligataire assez tard. C'est-à-dire que quand je suis rentré sur le marché obligataire, les obligations françaises avaient déjà moins 12, moins 13% de moins-value. Et les obligations allemandes avaient déjà perdu 15%. Donc, je suis rentré assez tard, en fait, sur les marchés obligataires. Et c'est ce qui explique pourquoi je limite la casse par rapport à ce qu'ont fait les principaux marchés. Alors, je ne me réjouis pas, hein, je ne me réjouis absolument pas, d'autant plus que il y a deux indicateurs qui me gênent un peu. C'est le ratio de latence qui est de 4,88%. Alors, c'est quoi le ratio de latence? C'est le ratio entre les plus-values latentes que j'ai en portefeuille divisé par l'ensemble des plus-values latentes plus mes moins-values latentes. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, mes plus-values latentes en portefeuille ne représentent que 93 euros. J'ai quasiment pas de plus-value latente en portefeuille, donc j'ai peu de marge de manœuvre. En fait, j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre disons, pour prendre des risques et assumer de faire des erreurs. Et le deuxième indicateur qui n'est pas terrible aussi, c'est ce que j'appelle le taux de marge disponible. Hein. J'ai fait une vidéo pour vous présenter ces indicateurs. J'ai un taux de marge disponible qui a beaucoup baissé, hein, qui était autour de 90% il y a encore 10 jours, qui est tombé à 66%. Alors, ça reste il reste de la marge, bien évidemment. Hein, je ne suis pas encore au stade de m'inquiéter pour avoir un risque d'appel de marge, mais voilà, voilà, je peux pas me permettre de prendre encore
trop de positions sur les marchés au risque d'avoir des appels de marge si jamais les marchés continuent à évoluer en sens inverse de ce que j'espère. Voilà. Donc évidemment, alors par contre, le côté positif, c'est que finalement, j'ai des points d'équilibre. Je ne suis pas très éloigné des points d'équilibre. C'est-à-dire que pour que je repasse dans le vert sur l'obligataire, il suffit que l'obligataire reprenne 2%. Ce n'est pas non plus la panacée. Sur les obligataires américains, je suis à 3,82% de mon point d'équilibre. Sur le CAC 40, je suis qu'à 1,69% de mon point d'équilibre. Sur le Dow Jones, je suis à 3% de mon point d'équilibre. Sur l'or, je suis à 2% de mon point d'équilibre. Sur l'argent, je suis à 10% de mon point d'équilibre. L'argent a beaucoup baissé cette semaine. Et sur le Bitcoin, je suis à 31% de mon point d'équilibre. Donc, sur les principales expositions, notamment sur l'obligataire, finalement, je ne suis pas très éloigné de mon point d'équilibre. Et ça, c'est plutôt finalement, c'est le point positif, c'est le point d'espoir. C'est-à-dire que si l'obligataire rebondit ne serait-ce que de 4 ou de 5%, ben, ça peut finalement avoir un impact très positif sur mon portefeuille. Sachant que l'obligataire, ce n'est pas les cryptos, c'est un actif que va défendre la Banque centrale pour éviter que les États ne se retrouvent dans une situation trop compliquée. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Ma stratégie en quelques mots, l'inflation continue à progresser, mais des signes d'espoir apparaissent avec un reflux de pas mal de matières premières, pétrole, gaz naturel, blé, cuivre. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Dès que l'inflation commencera à se calmer, les craintes porteront davantage sur la récession et plus sur l'inflation. Il en résultera un reflux des taux d'intérêt, donc une hausse de valorisation des obligations. Par contre, on aura un risque d'accélération de la baisse des marchés actions. Mais le point positif, c'est qu'on pourrait avoir un découplage, une décorrélation entre les marchés obligataires et les marchés actions. Et pour les personnes qui sont adeptes de la construction de stratégies de portefeuille, ce n'est pas forcément négatif. Alors, lorsque les taux auront suffisamment baissé, les marchés commenceront à entrevoir un début de reprise et c'est à ce moment-là qu'on pourra anticiper une remontée solide des actions. Et les matières premières seront, à mon sens, les dernières à corriger, mais aussi les dernières à remonter. Et enfin, les cryptos qui sont en difficulté, en fait, malheureusement, c'est pour ça que je suis un peu inquiet sur les cryptos, c'est qu'elles vont être dans le viseur des banques centrales qui n'hésiteront pas à utiliser les cryptos comme bouc émissaire pour expliquer les problèmes actuels. Regardez, Joe Biden a parlé de l'inflation Poutine. Voilà, on accuse Vladimir Poutine d'être à l'origine de l'inflation, alors que ce n'est pas du tout lié à Poutine. C'est les planches à billets des banques centrales qui ont inondé la planète de liquidités, qui provoquent de l'inflation. On a accusé le Covid, donc il n'est pas exclu qu'une fois que la fureur autour de Vladimir Poutine et de l'Ukraine sera retombée, que nos politiques et nos banquiers centraux accusent les cryptos d'être à l'origine de tous les maux. C'est pour ça que j'évite de trop me positionner sur les cryptos. Alors, j'ai des cryptos en portefeuille, mais j'évite de faire de all-in sur les cryptos parce que, contrairement aux obligations, les cryptos, elles ont un adversaire de poids face à eux qui sont les banquiers centraux et les gouvernements. Voilà, voilà un petit peu pour cette vidéo qui a été assez longue, je reconnais. Néanmoins, c'était important pour moi d'être au rendez-vous parce que c'est toujours facile de faire des vidéos quand tout va bien, quand les portefeuilles vont bien, quand les marchés montent, quand on fait 10, 15, 20% de performance. Ça, n'importe qui peut venir devant vous et se vanter de ces magnifiques performances. Voilà, moi, je suis égal à moi-même. Celles et ceux qui me connaissent le savent, je suis égal à moi-même. Je vous fais un point de marché quand ça va bien pour mon portefeuille, mais je vous fais aussi un point de marché quand la situation est beaucoup moins reluisante. Et c'est justement à ces moments-là où c'est intéressant
de partager avec vous la situation des marchés et ce que l'on peut faire. Ce que l'on peut faire, attention, je ne dis pas ce que l'on doit faire, ce que l'on peut faire, ce qu'il est possible de faire, même quand on ne voit absolument pas d'éclaircie à l'horizon. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de week-end, un bon début de semaine en fonction du moment où vous allez visualiser cette vidéo. Et j'espère vous retrouver dans une semaine pour un nouveau point de marché qui, je l'espère, sera un peu plus optimiste. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.